Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce 19e épisode d'Overtime. J'espère que vous avez passé un excellent week-end et on va parler un peu plus d'une heure là maintenant sur la semaine écoulée, sur tous les clubs de National League et pas seulement les Romans. Et puis on a la chance d'avoir un expérimenté expert avec nous, c'est Régis. Salut Régis. Suiveur en tout cas, ça c'est sûr. Salut Jean-Philippe, t'as l'air en pleine forme là. Ouais, toi aussi, suiveur passionné. Le programme, comme d'habitude, n'hésitez pas à poser vos questions dans le chat, sous cette vidéo, sur Facebook, dans les commentaires. On va faire le maximum pour y répondre. Et puis, le programme sera un petit peu différent que d'habitude, je l'ai évoqué tout à l'heure. On ne va pas que focaliser notre émission sur les clubs romans parce que tout le monde est concerné par les différentes luttes dans les bars. Ça, vous l'avez vu la semaine passée. Et nous, Régis, on a décidé de passer en revue le classement avec, derrière la tête, une petite idée. Oui, l'idée c'était de se dire, on a dans une période de la saison clé, le tournant, puisque dans un peu plus de 10 jours, on saura tout concernant les positions au niveau du classement du championnat régulier. Donc on va faire 3 catégories. Après les matchs depuis la reprise, depuis mardi, les équipes qui sont en pente ascendante, celles qui sont plutôt stables, un bilan peut-être plus neutre, et puis celles qui sont plutôt sur la pente descendante. On s'est basé à la fois sur les résultats, mais aussi sur le ressenti qu'on a à l'issue de certains matchs. Donc c'est pas uniquement basé sur on a gagné, on a perdu, on est bon, on n'est pas bon. Voilà. Ouais, c'est le mix des deux en fait. On est bon, on n'est pas bon, parce qu'on peut être pas bon puis gagner, et puis l'inverse est juste aussi. Alors, on attaque immédiatement avec Genève Servette, puisque vous le voyez au classement, c'est bien Genève qui est en tête. Là, pour les gens qui nous écoutent en podcast, on commence avec Genève, 47 matchs, 97 points en tête, 7 points d'avance avec un match en moins face à Bienne. Régis, Genève, pente. Waouh. Ah ouais, pente ascendante. Moi, j'ai envie de dire waouh. J'ai eu la chance de me trouver à la Vaudoise Arena pour ce derby qui était quand même très intéressant au niveau du spectacle proposé. Surtout, il faut quand même le dire, grâce à Genève que j'ai trouvé en mode play-off. En tout cas, j'ai eu l'impression que cette équipe avait conscience que c'était un derby, qu'elle n'allait rien lâcher. Et puis là, on a des joueurs qui sont capables de monter leur niveau. Évidemment, ça commence par Tom Ernest, mais c'est pas le seul. C'est pas le seul qui a rendu cette partie assez incroyable pour Genève Servette, qui a laissé que les miettes aux Lausannois. Vraiment, le sentiment que sur ce match-là, il y avait un énorme écart entre le leader et puis une équipe de Lausanne qui va peut-être mieux, mais est quand même dans les 3 dernières positions du classement. Et là, vraiment, l'écart s'est fait ressentir. Il y avait notamment une ligne de Omar Artikainen et Pouliot qui les accompagnaient en l'absence de Joris, qui était incroyable. Les Lausannois n'ont jamais trouvé la clé pour museler ces joueurs-là. Tom Ernest, encore moins, il était dans tous les bons coups. Vraiment, un Genève à qui j'ai pas vraiment trouvé de points faibles sur ce côté-là, si ce n'est qu'on peut émettre quand même une petite réserve concernant le gardien, puisqu'on rappelle que Mayer était devant le filet pendant 40 minutes. On l'a sorti, on nous a dit qu'il avait été préservé. Il n'y a pas de raison qu'on puisse douter de ça. Je ne pense pas qu'il ait salement touché. Mais quand même, on sait que Gauthier Desclous a des problèmes physiques depuis longtemps, depuis le début de la saison. Là, on a Mayer, le lendemain face à Berne, il a été préservé également. Donc c'est la preuve que c'était quand même pas bénin au point que, allez, 24 heures plus tard, il est éligible. Donc c'est le seul bémol. Mais quand même, on peut se dire que dans la perspective d'une équipe ambitieuse, qui a les moyens légitimes de prétendre à un titre cette saison, ça peut quand même nous interpeller et nous mettre... Ouais, ça c'est un petit peu pour chercher la petite bête. Il faut aussi... on n'est pas là que pour mettre la peinture rose. Tu as 7 points d'avance. D'ailleurs, Quentin nous dit, d'après ses calculs, dans le chat, il nous dit il reste 3 points puis on est sûr d'être premier. Alors, c'est tout à fait exact selon mes calculs également, puisque en confrontation directe, Genève est devant Bienne aussi. On remercie aussi Didier, Richard, Thomas et les Loïc qui sont déjà dans le chat. Loïc qui rajoute quel but de Tom Ernest contre le CP Berne. Waouh. Rien à dire. Il faut aller le voir celui-là. Il faut aller le revoir. Si vous ne l'avez pas encore vu, parce qu'avec ce qu'il a tourné déjà, je pense que si vous ne l'avez pas vu, vous n'aimez pas le hockey, je pense. ou bien peut-être vous bossez le week-end. C'était carnaval.
Ah oui, ah, pardon. C'était carnaval dans certains cantons et on peut imaginer que pour certains, c'est le réveil difficile du lundi matin. On va prendre connaissance de ce qui s'est passé ce week-end, faire tomber le masque et les confettis. Eh bien, s'il y a une chose qui peut vous donner la banane par rapport à ce qu'on peut faire sur une patinoire en termes de spectacle, ben, allez voir le but de Tom Ernest, c'est le 2-1 face à Berne. C'est un petit bijou, il n'y a pas d'autre mot pour le dire. Ouais, puis il avait déjà régalé le match d'avant avec 3 assists, un but, un truc comme ça. Oui, Si je me c'est ça, trompe pas, hein. face à Lausanne. Face à Lausanne. On note encore que Sami Vatanen est de retour côté Genevois et ça aussi, ça peut booster encore l'offensive et la défensive. Parce qu'on a vu que quand il était bien, Sami Vatanen, Ouais. ça amène des deux côtés de la patinoire. Ouais, Vatanen, je pense que c'est une option qui est quand même une carte importante en vue des playoffs. Il a peut-être d'autres atouts offensifs à amener par rapport à un Ovitu qui fait vraiment le travail par rapport à ses qualités. Mais je pense que Vatanen peut amener un petit plus offensif en cas de besoin. Clairement une carte que Genève peut compter dessus et c'est important, je pense. Ouais, ça compense aussi. Bon, alors c'est un étranger évidemment, mais ça compense l'absence longue durée de Lecoultre. Lecoultre, oui, bah, ça peut en tout cas. À qui on souhaite évidemment un bon rétablissement. Oui, alors ça c'est clairement dommageable. C'est vraiment, on comptait sur Simon pour être dans le top 4 des défenseurs. Il n'est plus là. Je pense que Genève a d'autres défenseurs qui peuvent quand même faire le job, mais c'est sûr que ça va enlever quelque chose dans l'équipe, quoi qu'il en soit. Didier dans le chat nous demande quel est l'adversaire en play-off le plus coriace pour Genève, et lui, son avis c'est Davos. Alors Davos effectivement c'est un adversaire coriace et tout est très serré entre la 6e et la 3e place, mais pour que Davos rencontre Genève en quart, il faudrait, c'est quasi impossible, ce serait peut-être en demi. Non. Mais moi je vois... Disons que quand on voit que Zug peut se qualifier pour les pré-playoffs, Genève est en premier, il se protège un petit peu de Zug, puisque pour le moment, voilà, ils sont là. Vrai. Mais après, je ne pense pas qu'il y ait un adversaire dans les 4 qui seront entre 7 et 10 qui devrait poser problème au Genève qui a joué cette semaine. Moi, j'ai même une autre réponse. C'est que si ce Genève est celui qu'on a vu pendant le championnat et est aussi dominant quand il doit jouer, quand il montre ce qu'il sait faire, il n'a pas grand-chose à craindre de qui que ce soit. Il a les capacités de dominer toutes les équipes de la Ligue, j'en suis absolument persuadé. Et puis, si on veut être champion, on ne peut pas espérer jouer le 8e, le 7e et le 6e. Je veux dire, il y a un moment ou un autre, on va tomber sur un os. En tout cas, on est censé tomber sur un os. Ouais. Mais l'équipe, je ne vois pas d'équipe qui est intrinsèquement supérieure. C'est vrai que sur le papier, une équipe comme Zug, peut-être même Zurich, a les moyens d'être au niveau de Genève. Mais depuis le début de la saison... Elle est meilleure que ces équipes-là, et même nettement. Il y a eu un petit passage à vide, comme toutes les équipes ont un passage à vide dans la saison. Ça a l'air d'être passé. On va continuer à descendre le classement parce qu'on a 14 clubs à voir cette fois. Et alors on ne peut pas faire 10 minutes par club. Non, pas cette fois. On va parler du HC Bienne. Le HC Bienne, allez, on va revoir un petit coup le classement rapidement. Le HC Bienne qui est à 7 points de Genève et qui est à 10 points de Davos, qui est assez tranquille, qui est la deuxième équipe déjà qualifiée officiellement pour les quarts de finale de Play-off de National League cette saison. Bienne qui reste sur une note un petit peu amère contre Ambry, défaite à domicile, mais par contre, Bienne qui va bien. Oui, dans l'ensemble, l'impression, elle est plutôt positive. On est très loin d'une équipe en crise. On vient d'ailleurs de battre le record de points qui datait de la saison 2017-2018. On a déjà un point de plus par rapport à cette saison-là. Donc, Bienne fait clairement une bonne saison. La tendance, elle est légèrement, on l'a mis légèrement dans les équipes qui montent. C'est pas flagrantissime, mais... J'associerais plus la défaite face à Ambry à une chute face à un adversaire qui pratique un hockey pas forcément évident à jouer contre lui. À la maison, Bienne s'est laissé piéger. Le lendemain, réaction, on est moins de 24 heures plus tard. Il y a 5-0 après le premier tiers sur la glace de Cloton. Donc, clairement, une équipe de Bienne qui est un peu sur un excellent trend en général. C'est peut-être pas la série de 10 victoires qu'on a pu connaître à certaines périodes de la vie de Bienne, mais sentiment quand même que cette équipe tourne pas mal. Un bémol quand même, powerplay. Ah ouais, alors ça, effectivement, powerplay, on va en parler vendredi, je crois, dans le studio. C'est quelque chose qui coince un petit peu. C'est pas dans la seule équipe que ça coince actuellement, mais là, ça dure. Ouais,
je vais dire là les statistiques depuis, j'ai regardé depuis le 7 janvier, 14 rencontres, seulement 2 buts inscrits. Alors bon, hier, il n'y a pas de power play face à Cloton, mais face à Ambry, c'était compliqué. Une équipe un power play qui ne tourne pas, tout simplement. Donc pour Bienne, il y a vraiment des soucis. On est à 6,25 sur ces 14 matchs en termes d'efficacité, 2 buts inscrits sur 32 occasions. C'est une petite misère. C'est quand même un souci parce qu'on approche de la fin du championnat régulier. Il va falloir que ça clique à un moment ou à un autre parce que je ne pense pas que Bienne peut aller loin en play-off si ça ne marche pas dans ce secteur. Mais on sait comment c'est compliqué. On discute assez souvent. Il n'y a hein. pas d'explication. Hein. Quand on demande des explications aux joueurs ou aux coachs, non, on continue de travailler, ça va passer, on s'adapte. Manifestement, les adversaires s'adaptent aussi et plutôt bien en ce qui concerne les adversaires de Bienne. On peut noter peut-être que cette défaite contre Ambry, c'était aussi contre une équipe qui joue, pas sa survie, mais quasiment, qui doit tout mettre en jeu, c'est all-in pour aller chercher une place en pré-playoff pour les Tessinois. Oui, alors probablement que ça va jouer un rôle dans les prochaines semaines. Les 2 qui viennent, pour être tout à fait clair. Ouais, parce qu'après, c'est fini, Régis. Voilà, Hein, après, on peut plus se refaire la cerise. Non. Non, mais je pense que ça, le fait qu'on joue vraiment comme si on était déjà en play-off, qu'il faut absolument marquer des points, ça a une importance très très grande dans chaque rencontre. Et je trouve que la manière dont Bienne a perdu samedi, c'était quand même un peu lié à une équipe d'Ambry qui jouait le couteau entre les dents, qui venait de perdre la veille face à Berne. Enfin, on va pas tout faire la théorie sur Ambry. Mais enfin, ça explique aussi que du côté de Bienne, il pourrait y avoir des résultats un peu plus difficiles à vivre en fonction de ce que l'adversaire va jouer, parce que du côté de Bienne, maintenant, il y a une 2e place qui semble quasiment assurée. Il y a 7 points de retard sur Genève. Personne ne rêve à Bienne, il n'y aura pas de première place, mais en même temps, il y a encore 10 longueurs d'avance, même s'il y a 2 matchs de plus par rapport à Davos, donc on est encore un peu tranquille. Voilà, plus que 4 matchs pour les Biennois. 3e, derrière les fantastiques du Zéland, parce qu'il y a quand même parfois, ils nous enchantent dans les entrées de zone. Voilà, ça c'est des petits moments qui, quand ça va bien, ça va vraiment bien. Voilà, on va parler de Davos, les Grisons, qui 3e avec 80 points, 46 matchs. Ils passent pour le moment encore un petit peu sous le radar. Et on s'en occupe peut-être un peu moins parce qu'on est de ce côté-là de la Sarine. On parle beaucoup de Genève, de Lausanne, de Fribourg, d'Ajoie, de Bienne, et c'est logique, de Berne aussi. Et puis, c'est un peu un autre monde, c'est presque l'Autriche, c'est presque l'Italie aussi. Non, je n'irai pas jusque-là. Non, mais je veux dire, c'est très loin, il y a 4 heures de route, quoi. Toi, tu prends l'hélico, ça va, mais moi, je dois rouler. Alors, non, mais je veux dire, au niveau médiatique, c'est clair qu'on lit beaucoup plus de choses aussi sur les équipes romandes, et c'est assez logique. Mais Davos, malgré des gros pépins en défense, ils ont perdu Nygren pour la saison, ils ont perdu Young. Bon, là, il y a Moreau qui arrive. Maintenant, est-ce que ça va suffire? Devant, ça fonctionne. Les vétérans vont très bien. Les étrangers livrent la marchandise, que ce soit Bristet, Nordström ou Rasmussen. Pas grand-chose à dire. Le duo Ambul-Corvi continue de scorer. Vous lui redonnez une demi-chance, c'est but. Bon, je pense qu'à Davos, ça tourne bien. Il n'y a pas gros pépin. La preuve, c'est qu'il y a 3 matchs depuis la reprise pour eux, 3 victoires, on reste même sur 4 victoires consécutives. Davos qui semblait plutôt à la lutte pour devoir grappiller des points pour rester 6e. Ouais. Aujourd'hui, ils sont clairement en lutte pour être sur le podium, et je dirais même qu'ils sont les favoris quand je vois comment ça joue pour les équipes qui suivent, parce que c'est vrai que c'est serré, il n'y a que 5 points entre le 3e et le 6e, mais aujourd'hui, si on me demande qui est le favori pour être à la 3e place du classement, j'aurais tendance à mettre Davos, parce que le jeu est en place, l'équipe joue avec confiance, il y a des situations spéciales qui sont maîtrisées à l'inverse de Bienne, mais à la perfection, hein. On est extraordinaire en box-play, on est très bon en power-play également, donc ça c'est un atout sur lequel Davos peut vraiment compter, et à ce stade de la saison, je pense que c'est pas du tout à négliger. Donc Davos, c'est une des top, je pense, équipes actuelles. Je pense qu'ils sont dans les 3 plus fortes, clairement, aujourd'hui. Et Quentin fait remarquer qu'il y a une semaine, Davos jouait encore la 6e place avec Fribourg. C'est exactement ce que tu viens de dire. Bonne remarque. On notera encore qu'il y a peut-être quelque chose de hors glace qui peut bousculer cette équipe. On ne sait pas qui sera le coach la saison prochaine. Alors, ils sont pour l'instant avec un duo Immonen-Metropolite qui ne sont pas des candidats pour le poste de coach principal. Par contre, peut-être comme assistant. Il y en a 4 qui sont encore
dans la shortlist, on va dire, il y a Josh Holden, l'assistant de Pour moi, Zug. c'est le grandissime favori. Voilà, il y a Jussi Tapolin. Et puis, il y a l'ancien assistant du Lausanne HC, Niemele, qui est maintenant au Pélican de Lahti. Et le dernier, il m'échappe, c'est un Suédois. Et ouais, bon, c'est celui qui a le moins de chances d'être pris, mais il m'échappe encore. Ça reviendra. Toujours est-il que voilà, ça, est-ce qu'il faut, selon toi, est-ce que Jan Alston et sa direction doivent se décider avant les playoffs que l'équipe joue l'esprit serein, ou est-ce que ça change rien? Non, moi je pense que justement le fait que ça ne bouge pas m'incite à penser que c'est un Josh Holden qui tient la corde, voire même que c'est fait, mais on veut pas perturber la fin du championnat, que si on a un Davos Zouk, ça rentre pas médiatiquement, voilà. Moi je pense tactiquement c'est bien de garder l'anonymat par rapport à ça. C'est mon feeling, hein. Je peux être à côté de la plaque, mais si je peux le donner, je le donne. Bah, t'es un peu là pour ça. Hein. Exactement. Je me mouille, on va dire ça comme ça. Peut-être qu'au final, je me tremperai jusqu'au cou. Mais quand même, je sens assez bien les choses comme ça. Mais je vois absolument pas ce que ça peut avoir comme une influence négative. Actuellement, ça roule avec Immonen derrière le banc. L'équipe a trouvé ses marques. Visiblement, on a le sourire encore plus que lorsque c'était Volven. Le style de jeu est peut-être un poil plus en adéquation avec ce que les joueurs demandent. Donc, moi, je vois plutôt le positif que le négatif là-dedans. Sarah Bossir qui nous pose une question sur Fribourg. On va venir à Fribourg. On descend dans le classement. Un peu de patience. On va y arriver. On va aller au 4e rang maintenant. Le 4e rang qui est tenu par Rapperswil. 46 matchs, 79 points. Donc juste une unité derrière Davos. Mais Rapperswil, Régis, se trouve plutôt dans une stagnation au niveau de sa forme. Difficile de trouver vraiment le point. On n'a plus un Chervenka qui est flamboyant, on a eu 2-3 blessures, ils sont revenus, Jose tout d'un coup marque 2 fois. Enfin, il y a du plus et du moins vraiment dans tous les domaines pour les Lakers. Allez, soyons quand même d'abord positifs par rapport à Rapperswil. Une 4e place, c'est quand même pas une grosse cylindrée du championnat. Mais c'est pas une surprise non plus, c'est plus une surprise. D'accord, mais on est 4e du classement. Donc Rapperswil est là et a une très bonne place. Il est quasiment assuré de prendre part au play-off. Donc, à partir de là, on peut imaginer que dans l'équipe, on met l'accent peut-être sur d'autres choses que simplement il faut gagner ce soir comme doit le faire un Ambry ou un Lugano. Donc, je pense que... ou Lausanne. Donc, à Rapperswil, on voit peut-être un peu les choses différemment. Les résultats sont un peu incernables. Si vous regardez la semaine, eh ben, ils sont allés perdre à Langnau. Qui pensait que Rapperswil perdrait à Langnau, à la base, ça semble plutôt surprenant. Ils vont gagner à Zurich. C'est quand même une relative surprise. Ils perdent aussi à domicile contre Davos. Donc, c'est un peu une équipe qui est, comme j'ai envie de dire, dans un trend où il faut peut-être pas s'arrêter uniquement aux résultats. Mais globalement, ça fonctionne à Rapperswil. Et puis, il faut dire aussi, ils sont 4e. Et ils ont quasiment eu tous leurs défenseurs, tous leurs étrangers qui ont été blessés à un moment de la saison. Chervenka, Jensen out pour le reste. Peu de chance de le revoir en play-off. Schröder a manqué aussi. Duse a été blessé. Noro a été blessé. Et là, ils ont dû faire appel à Michal Jordan, par exemple, pour compenser. Pour l'instant... j'ai entendu autre chose avec Jensen. Hein. Moi, j'ai entendu qu'il était sur le retour. Alors, c'est très bien. Parce qu'au moment où il s'est blessé, c'était quasi fin de saison, opération de l'épaule, rééducation. Il était absolument désolé au micro de nos collègues alémaniques. Tant mieux si ça s'est accéléré et tant mieux si on le revoit parce que c'est un joueur qui est spectaculaire, qui est solide, qui sait faire beaucoup de choses sur son aile, surtout quand il est en duo avec Schröder. Voilà, on va passer à un autre gros morceau qui est un petit peu dans la tourmente. C'est le 5e du classement, c'est Zurich. Ouais, Zurich, alors... il y a du plus, du moins, Crawford dans les tribunes qui insulte les arbitres. Enfin, ça respire pas la sérénité à la Swiss Life Arena. Moi, je suis assez critique par rapport à ce qui se passe à Zurich. Alors oui, d'accord, il y a des blessés qui ont pour nom Andrietto, Hollenstein. On les remplace pas comme ça. Et je veux bien l'admettre, mais cette équipe, elle péclote. Je vais utiliser ce terme-là. Elle péclote depuis tellement longtemps. Je me suis permis de regarder tous les derniers matchs pour voir le nombre de buts que Zurich marque. Ah ouais, c'est pas beaucoup plus que 3. Hein. Alors, depuis le 27 novembre, 28, puisque le 27, ils ont marqué 6 buts à Zug. Depuis, ils ont marqué 2 fois 4 buts. Depuis la fin du mois de novembre. Et sur les 19 derniers matchs, une seule fois, ils ont marqué 4 buts. Sinon, c'est 1, 2, de temps en temps 3, quand c'est un bon soir. Mais
Comment c'est possible? Bah, Quand on regarde la feuille de match, c'est pas possible. Mais après, c'est la philosophie du coach, hein, peut-être. Si tu prends pas de goal, puis que t'en marques un, t'as 3 points. Mais moi, on me dit à Noël, on envoie le Suédois chez lui et Ouais. puis on prend Mark Crawford parce que Pour 2 ans. Hein. voilà, c'est vrai, il faut quand même peut-être le préciser, parce que dans le jeu, ça fonctionne pas bien, qu'on a l'offensive a des problèmes et tout. Aucune amélioration, j'ai presque envie de dire que ça va plus mal qu'avant. Donc vraiment, Zurich, c'est l'équipe qui traîne la patte, j'ai envie de le dire comme ça, gagne des matchs à l'arraché, perd jamais nettement, mais perd quand même. Donc au final, par rapport à un effectif comme celui de Zurich, je ne comprends pas bien et ça ne marche pas bien à Zurich. Ça, j'en suis persuadé. Ouais, Yannick Gerber, que je salue d'ailleurs, je crois que si je me souviens bien, c'est un fan des sauterelles zurichoises, mais dans un autre sport. Coup de maître avec Grunborg, ouais, effectivement, c'est pas top. Et puis, il avait fait un petit commentaire sur Rapperswil, on y revient juste. Il pense que Tchervenka, ça tient que là-dessus. Powerplay, Tchervenka, et puis bonne pioche d'avoir été chercher le Suédois Pontus Aberg. Voilà, donc pour Zurich, nous on a mis plutôt neutre parce qu'ils ont la capacité d'être une top équipe, mais pour l'instant ça croche. La tendance est quand même légèrement à la négative pour moi dans les résultats actuels et dans le comportement général de l'équipe. Et on passe maintenant à Fribourg. Et là, il y a des questions. Il y en a. On va même pas faire de théorie avant de prendre les questions parce qu'il y en a tellement qu'on va directement attaquer avec ça. On en avait reçu une avant, Jean-Philippe. Tu permets que je te la pose directement. C'est Gilles Gavillet qui nous l'a posée avant l'émission. Donc on le remercie déjà d'avoir pensé à l'émission avant qu'elle commence. Bonjour, je trouve que Gauthieron est un peu suffisant. N'a pas de gros travailleurs. On a l'impression qu'ils sont passifs sur certains matchs. Le suivant, ça joue. Les étrangers en sont l'exemple en termes inconstants. L'exemple inconstant, voilà le terme utilisé. Je ne sais pas votre avis, ça pourrait leur coûter le top 6. Alors je suis d'accord sur le dernier bout. Je vais préciser que toi, tu as vu 2 fois Fribourg cette semaine, ce qui n'était pas mon cas. Donc, alors j'attaque. Je les ai vus contre Cloton et je les ai vus samedi contre Lausanne. Au final, une défaite au tir au but contre les Zurichois et puis une défaite en 60 minutes contre les Lions de la Vaudoise Arena. Pour revenir sur les griefs de qui était-ce, Gilles Gavillet, là, ce ne sont pas des gros travailleurs. Ça, j'ai de la peine à entendre. Je pense pas que ce soit pas des gros travailleurs. Quand on voit le travail effectué par les ailiers aussi dans le jeu défensif, je pense pas que le problème est là. Ils ont été beaucoup trop brouillons. L'inconstance, l'inconstance de jouer à fond sur 60 minutes, ça, je peux l'entendre. Et ça leur a coûté des points, ça leur a coûté des matchs. Parfois, ils s'en sont juste sortis parce qu'il y a un sursaut. Depuis le début du championnat. Oui, depuis le début du championnat. C'est pas quelque chose de nouveau à Fribourg. Ils s'en sont sortis contre Cloton en allant chercher un point grâce à un sursaut d'orgueil dans les 5 dernières minutes. Et puis, voilà, alors de ce côté-là, je pense pas qu'on peut leur dire que certains travaillent pas. Je crois pas. Il y a eu 2-3 mauvais moments de Kuokkanen dans le match de Cloton défensivement, oui. Là, peut-être qu'il s'est un peu laissé glisser plutôt que de donner 2-3 coups de patin en plus au niveau du back-checking. J'admets, mais bon, on l'a plus vu depuis. Donc, je pense qu'on n'est pas les seuls à avoir vu ça. Et pour l'instant, ça reste comme ça. On va prendre maintenant la question Les étrangers. Ouais, il parlait des étrangers encore. Les étrangers... Inconstant, étranger, inconstant. Je trouve que Rask, il n'est pas si inconstant que ça. C'est pas que les points. C'est pas que les points. De la Rose, Sørensen, ils ont une flambée. On ne peut pas s'attendre à ce qu'ils se flambent comme ça en mettant 11 points en 5 matchs ou en 6 matchs à tous les 6 matchs. Ça j'y crois pas. Et puis derrière, je pense que Gunderson il livre la marchandise comme d'habitude. C'est vraiment, on pensait qu'il avait passé avec ses 37 ans, qu'il était de l'autre côté de la montagne, mais pas du tout. Il tient bien la baraque. Quand Vainio joue, il est précieux. Il gagne des duels dans les bandes, il relance proprement. C'est pas flamboyant, hein, c'est pas son job, mais je pense que là il n'y a pas grand chose à dire. Après évidemment. Si on attend de Kuokkanen qui marque 25 buts cette saison, alors effectivement il est en dessous. Mais et là, on peut peut-être chez lui parler d'inconstance. C'est aussi le plus jeune des étrangers de Fribourg-Gotteron. Il y a peut-être un petit peu un manque de bouteilles pour gérer des moments difficiles. Mais là, c'est aussi le rôle du coaching staff avec 2 attaquants qui ont été prolifiques longtemps, qui ont aussi connu, Dubé et Rosa, des moments où ça allait moins bien. Et c'est à eux d'apprendre le métier à un joueur comme Kuokkanen qui a 25 ans, quelque chose comme ça. 24-25 ans. Ça doit être ça. Sarah Bossir qui a posé une question sur Fribourg.
qui dit est-ce que c'est inquiétant ces 5 défaites de suite. Bon, heureusement. À domicile, il faut préciser. Ouais, à domicile. Heureusement, ils gagnent à l'extérieur, alors c'est ce qui les sauve un petit peu. Mais ils sont quand même sur une dynamique négative. C'est en tout cas ce qu'on a décidé. Oui, je crois qu'on était assez d'accord. On les met dans un trend pas très positif parce qu'il y a eu cette victoire à Ambry entre les deux, mais c'est quand même pas joli quand on accumule comme ça les défaites à domicile. Et en plus, c'était pas un grand match, si j'ai bien compris samedi, ce que les joueurs aussi livraient à la fin de la rencontre. C'était les premiers à reconnaître que ça n'a pas du tout débouché sur ce qui peut être espéré devant son public. Donc du côté de Fribourg, on vit une passe peut-être un petit peu plus compliquée. Je pense pas qu'on est dans une spirale négative, mais c'est un peu compliqué. C'était brouillon contre Lausanne. Là, il y a Richard qui nous pose une question, Richard Ruffieux, qui demande est-ce que Dubé ne serait pas bien inspiré de re-signer Victor Rask pour la saison prochaine? Alors effectivement, Victor Rask, il est monté en puissance ces derniers matchs. Avant la pause de l'équipe de Suisse, il avait gratifié les Fribourgeois d'un triplé à Genève. Ça avait permis de gagner à l'extérieur 5-3. Et puis... il gagne des engagements, il est solide des deux côtés de la patinoire, il est dangereux, il joue en powerplay. Il est vraiment monté en puissance comme les joueurs de NHL qui ont l'habitude en fin de saison. On regarde aussi un joueur comme Omar à Genève, il sent les playoffs arriver et peut-être que oui, ça peut être bien. Maintenant, effectivement, on sait qu'à Fribourg, Desharnais ne sera plus là, il prendra sa retraite à la fin de la saison. Donc il faut un centre de premier bloc pour Christian Dubé. Alors ou bien il l'a déjà trouvé, et puis il le garde pour lui, et ça c'est aussi une possibilité qu'il ne faut pas négliger. Ou bien Rask pourrait être une solution pour mener le premier bloc, pour autant qu'il soit au niveau où il est maintenant toute la saison. Et à ce moment-là, ça libérerait une place au centre pour un Sandro Schmid. Sandro Schmid qui ne fait pas de secret, qui est un centre naturel, centre de métier, avec le flair nécessaire pour jouer au centre d'un troisième bloc, il n'y a pas de problème. Également, il est aussi là en powerplay. Et pour l'instant, il est exilé à l'aile. Il fait son job, mais alors ça c'est aussi mon avis, c'est pas que mon avis, mais je pense qu'il est plus à l'aise et il pourrait amener plus au centre. Mais quand vous avez Desharnais, Delarose, Rask, c'est difficile d'enlever un de ceux-là pour le mettre lui. Alors l'année prochaine, on ne sait pas. Mais est-ce qu'il serait bien inspiré de signer Rask? Peut-être, mais c'est difficile d'avoir un avis tranché là-dessus. Je pense effectivement qu'avec Rask, on n'est pas dans la constance absolue et je comprends l'idée de Gilles de dire ouais, ça nous manque d'avoir un peu le métronome. Je pense que Desharnais est beaucoup plus parmi les étrangers. Il l'est avec Gunderson, mais il a un autre rôle. Mais je pense parmi les attaquants, c'est celui qui est le plus constant. L'année prochaine, il ne sera plus là. Est-ce que Rask pourrait faire oublier un Desharnais? Pas tout à fait. Je me garde une petite gêne, comme dirait quelqu'un. Ouais, pas tout à fait le même type de joueur. Déjà rien qu'au niveau du gabarit. On verra aussi si tout à coup il veut pas un centre droitier. Bon, on verra. Encore une question sur Fribourg là. Rodrigo qui nous dit si Fribourg joue Rapi en quart, ils auront leur chance, mais contre tous les autres, faudra voir. C'est un peu sévère. Oui, je suis d'accord. Alors, je suis d'accord que si c'est Rapi, il y a une bonne chance, mais je pense qu'ils ont une chance contre beaucoup d'équipes. J'ai eu la chance d'être à Genève lorsqu'il y a eu le derby, le dernier, juste avant la pause des équipes nationales, avec la victoire de Gauthieron. Dans l'ensemble... C'est un derby maintenant. Je t'embête. Dans l'atmosphère, c'était un derby en tout cas. Alors le match à Genève, entre Genève et Fribourg, et je trouve que il y a des arguments à Fribourg à faire valoir. Il y a eu ce triplé de Rask, mais on a vu une équipe de Gauthieron qui était capable de tenir la dragée assez haute au leader. Moi, je pense que ce sera une équipe très redoutable en play-off, quel que soit l'adversaire en quart. Fabrice de Gobet nous dit que moi je trouve que c'est surtout les Suisses qui ne sont pas constants, surtout en attaque, à l'exception du 28, c'est Christophe Berchi qui sort du lot. Les Suisses en attaque, on a Marchand. Qui vit une saison compliquée. Difficile. Très compliquée même. Il y a la ligne là, Valzer. Jörg. Eux ils sont décevants, point. Enfin, pour moi ils sont décevants. Mais... Défensivement moins, mais offensivement ils amènent moins que l'année dernière. Si on compare à la saison passée, ils sont clairement en dessous. Eux ils sont dans la constance. Il y a la ligne avec Sprunger, Rask et Berchi.
On sait que Julien, il est par séquence aussi. Mais ils sont quasiment les deux au-dessus de 30 points. Hein. Ouais, Même Motet, il lui manque un point pour arriver à 30. Hein. Une saison il à 30 n'a pas connu points. une saison pleine, mais il fait pas non plus une saison. Peut-être que pour Motet, on peut parler d'un peu plus d'inconstance. Ouais, je peux l'entendre, on va dire ça comme ça. C'est pas faute d'essayer. Hein. On voit qu'il il tente sa chance, il essaye des trucs, il travaille, mais non, il se décourage pas. Ça passera une fois ou une autre. Fabien Luisier nous dit qu'il est déçu de Kuokkanen. Kuokkanen avait la prétention en début de saison de retourner en NHL. Alors oui, on pouvait attendre plus du Finlandais. Ouais, mais je me rappelle de son premier match de Ligue des Champions au mois de septembre où il avait marqué un triplé, si je dis pas de bêtises, un doublé, j'en suis sûr. Et il avait été assez impressionnant et je m'étais dit waouh, j'avais été bluffé par le gars parce que c'était même si c'était au mois de septembre un vrai match, il n'y avait pas du tout de quoi se dire c'est un match de préparation et je m'attendais à davantage du gars. C'est vrai que on parle beaucoup d'étrangers là, mais pour moi, Kuokkanen fait partie de celui qui me décevrait le plus. Surtout que le gars a annoncé « je veux un contrat d'1 année avec l'idée de repartir ». Ben, aujourd'hui, je me demande bien à quel club de NHL se dit « ah ouais, on va tout de suite le signer ». Je pense qu'il n'y en a pas beaucoup. Il y a encore deux éléments qui concernent Fribourg qui ont été évoqué dans une longue question. C'était Sarah qui demandait Bikov, qu'est-ce qui se passe dans le vestiaire? Qu'est-ce qui se passe avec Bikov? Alors, ce qui se passe dans le vestiaire, on ne sait pas, puisqu'on n'y est jamais. Alors, évidemment, il y a des choses qui sortent, mais on ne peut pas tellement en donner crédit parce que ce n'est pas des informations directes. Et puis, concernant Andrei Bikov, pour l'instant, il n'y a pas de contrat. Je sais qu'ils se sont assis jeudi pour discuter. Il n'y a rien d'officiel. Et pour l'instant, il est blessé aux abdominaux. Voilà, ça c'est ce qu'on sait. C'est du solide. Le reste, pour l'instant, c'est du vent. Voilà, de toute façon, il ne fait pas de doute qu'avant la fin de la saison, il n'y aura pas de décision le concernant. Ouais, c'est possible. Je sais que Chavaya est un peu dans le même cas, sauf que lui était surnuméraire et pas blessé. Ce sont les deux joueurs qui n'ont pas encore de contrat à Fribourg. On sait aussi qu'il y a Guillaume Maillard qui est dans les discussions pour éventuellement. Les bons plans. Voilà. Et puis, il y a une chose qui a été dite par Christian Dubé concernant Bikov, c'est-à-dire que oui, il pourrait être entré dans les plans, mais comme 12e ou 13e attaquant et à mes conditions, à savoir financières. Donc voilà, ça c'est là où on en est. De son côté, Andrei Bikov est blessé, c'est ce qu'on nous a annoncé. Il était au match, il est toujours dans le cadre, il n'y a pas de choses spéciales. Il était à la patinoire le samedi, enfin voilà. Quoi. Alors, on n'a pas le sentiment qu'il y a un malaise, si c'est ça que non, certains pourraient imaginer. Après, évidemment, s'il y a des supporters fribourgeois qui se disent « mais c'est Bikov !» Ben oui, c'est Bikov, effectivement. C'est un nom qui pèse à Fribourg, que ce soit par le papa ou par la jolie carrière qu'Andrei a fait à Fribourg, parce que ça a été avec un duo de légende quasiment avec Julien Sprunger. On pourra jamais lui enlever ça. Par contre, est-ce que l'année prochaine, c'est bien ce joueur-là qu'il faut à Christian Dubé comme 12e ou 13e attaquant? Ben, à quel prix? C'est chaque fois ça. Voilà, on s'est un peu étalé sur Fribourg parce qu'il y avait beaucoup de questions. C'est normal. Il y avait beaucoup de questions. On va se tourner maintenant vers les équipes qui luttent pour essayer d'accrocher une 6e place ou qui luttent pour ne pas quitter la 10e. C'est-à-dire, on va commencer par le 7e du classement. Et le 7e du classement, c'est Zug. Zug, double champion en titre. Qui est en train de se réveiller. Oui, alors Zug, il va falloir quand même s'en méfier. Et quand on est supporter fribourgeois, on peut avoir quand même quelques craintes. Parce que Zug a un match de moins, donc un match à jouer en plus. Il y aura encore une confrontation face à Gauthieron d'ici à la fin de la saison. Pour l'instant, c'est Zug qui mène les confrontations directes. Donc imaginez, Zug gagne son match de moins, revient à 3 points et il y a ce match face à Fribourg. Donc forcément, Zug est une grosse menace pour les Fribourgeois. Je peux faire l'avocat du diable, du coup. Si Fribourg gagne ses matchs, il risque rien. Mais bien sûr, on peut me dire ça de la même manière. Je l'entends très bien et j'imaginais bien que tu allais répondre ça. Mais il suffit de gagner cette confrontation directe en quelque sorte. Ouais, déjà ça, mais gagner à l'extérieur, c'est ce que Fribourg fait bien pour le moment. On se rappelle qu'il reste sur 5 défaites à domicile, record depuis la saison 2006-2007. Pour parler de Zug, ça va clairement mieux. Depuis la reprise, il y a 8 points sur 9 possibles en 3 matchs. Donc un champion, c'est vrai, allez, on va relativiser un tout petit peu ces points. C'était face à la Lanterne Rouge à Joie, c'était à Langnau,
avant-dernier, et c'était face à Cloton, qui est le néo-promu, qui va pas super fort non plus. Mais enfin, il fut un temps, pas si lointain, où Zug ne fait pas 3 victoires consécutives. Ils ont quand même eu beaucoup de peine jusqu'à présent. Moi, je dirais que, clairement, Zug est en phase ascendante. Il y a du positif dans cette équipe. Mais attendons encore un peu avant de parler vraiment Zug. Zug qui va jouer mercredi. Hein. Il y a un match qui a été décalé. Zug Langnau, si je ne dis pas de bêtises. Donc encore un adversaire à la portée, mais un adversaire qui va livrer tout ce qu'il a dans la bataille. Ouais, pour éviter cette 13e place. Exactement. Hein, on en parlera tout à l'heure. Donc il y aura encore un match test pour Zug. Mais moi, je soupçonne que cette équipe, mine de rien, est capable de... comme on dit, switcher, de mettre le bouton sur off pour mettre les gaz, terminer très très fort. Et je pense qu'il y aura une sacrée lutte pour éviter, pour les autres équipes qui sont en dessus de la barre actuellement, pour éviter le retour de Zug. Moi, c'est mon sentiment. Voilà. 2 questions sur le double champion. Lucas Faton. Salut Lucas. Avez-vous remarqué que dans la grande partie des cas, lorsque c'est Giannoni qui joue, Zug perd. Lorsque c'est son remplaçant, Zug gagne. C'est arrivé des deux côtés. C'est vrai qu'il y a aussi cette possibilité dont on entend parfois. Ouais, c'est le numéro 2 qui joue. On est un peu plus responsable. Quand on bloque un shoot, on va se mettre sur la ligne de tir. On fait les 2-3 coups de patin nécessaires pour vraiment être au bon endroit. Peut-être. Mais Giannoni reste Giannoni. Ouais. Oui, il est à moins de 90% pour l'instant. Ça va pas durer. Moi, je pense que c'est pas un problème de gardien à Zug, clairement. Enfin, cette semaine, si je ne dis pas de bêtises, Giannoni a eu 2 matchs et Hollenstein 1. Ils les ont quand même gagnés les 3. Hollenstein a quand même aussi ces derniers temps, j'ai vu, perdu. Non, Giannoni ne fait pas une saison stratosphérique. Je pense qu'il sera là pour les playoffs, ou au moins les pré-playoffs. N'ayez pas peur. Ouais, mais il reste... Tu vois, Giannoni n'est pas stratosphérique, oui, mais devant lui, c'est pas stratosphérique non plus. C'est plus ça le problème. Il y a eu la blessure de Hanson, il y a eu le contre-coup des 2 titres qu'il faut digérer. Et puis, derrière, vous avez Nico Gross. Il commence à avoir de l'expérience, mais il n'en a pas tant que ça. Stadler, pareil. Geiser n'est pas non plus encore... Ouais, lui, il est bon, mais voilà. c'est pas non plus... Geiser, et puis, qui c'est il y a Schlumpf qui est blessé maintenant. Il a été touché au genou contre Langnau. Donc, il y a ces points d'interrogation sur la défense. Et puis, ce qui pourrait encore peut-être aider Zug, c'est l'éventuel retour plus tard dans la saison de Grégory Hoffman. Oui, j'ai discuté quelques instants avec lui mardi. Grégory qui m'a dit que ça allait mieux, beaucoup mieux, que sa blessure évoluait positivement. Et il m'a dit, je le cite, quand ça comptera, je serai là. Ah ah. Belle promesse en tout cas. Thomas nous pose la question. Voilà. Est-ce que vous n'avez pas l'impression que c'est la 10e fois que Zug se réveille? Ne sont-ils pas juste inconstants? Oui, mais clairement. Non, mais ils sont inconstants. Et même dans les matchs qu'ils gagnent durant les dernières rondes, là, ils sont encore inconstants. Mais j'ai envie de dire, ça reste Zug. Et je ne peux toujours pas imaginer que Zug va terminer sous la première barre, en quelque sorte. Va terminer en pré-playoff. Peut-être que je suis simplement un peu allumé et puis que je devrais faire preuve d'un peu plus de réalisme. Mais j'arrive pas trop à l'imaginer. C'est qu'une impression. Mais et puis là, on dit, hein, Fabien et Fabrice sont assez d'accord concernant Giannoni. La clé à Zug, j'ai envie de dire que ce sera Giannoni, oui. Et puis en série, Giannoni va être là. S'il le décide, c'est sûr. Bon, ben voilà, on est réglé sur Zug. Zug qui accueille un nouvel étranger, Carter Camper, qui s'entend assez bien. Je l'ai vu jouer contre Langnau, qui s'entend assez bien avec Brian O'Neill. C'est 2 joueurs de petite taille, gabarit vraiment de poche. Par contre, un sens du jeu, des mains. Lui est droitier, ils avaient besoin d'un droitier. Non, il est gaucher avec le... Non, ils sont les 2 droitiers, pardon. Moi, je les mélange. Je crois qu'ils sont les 2 droitiers. Il me semble. Puis Herzog est le gaucher de la ligne. Voilà, exactement, c'est ça. Ça doit être ça. Et puis, ils s'entendent très bien. Ils ont un peu le même style de jeu. Camper peut aussi jouer centre. Et ouais, c'est assez impressionnant à avoir joué. Effectivement, je les ai vus contre Langnau. C'était peut-être pas la meilleure. On verra. Ils ont quand même gagné les 2 autres. Et puis, ces 2-là s'entendent bien. On en reparlera, j'ai l'impression. Oui, je pense aussi, quand ça comptera. Avec Monsieur Hoffman. Exactement, on va passer maintenant au 8e de ce classement, le CP Berne. Un CP Berne qui a 48 points, 48 matchs, 67 points, qui est sur courant
normal ou voire alternatif. On ne peut pas dire que ça flambe. On ne peut pas dire qu'au niveau comptable, ça ne va pas très bien. C'est combien 3 en 9 ou quelque chose comme ça? 3 matchs. Alors, les matchs. Ils ont gagné à Ambry 4-2. Ils ont perdu chez le leader 5-2 à Genève. Et hier soir, 1-1 et perdu au penalty. Donc, oui, c'est pas extraordinaire. 4 points en 9. Mais moi, je pense que cette équipe, elle a quand même retrouvé une partie de ce qui lui manquait. On sent beaucoup d'envie. Dans le match hier face à Lugano, j'ai trouvé que cette équipe, elle avait de nouveau un certain instinct offensif. Il y avait des joueurs qui étaient très décidés. Aucun doute sur l'attitude. Aucun doute sur cette capacité. Les joueurs sont là. Il y a quand même un contingent qui est de qualité. Donc, je pense que Berne est en tout cas à peu près à sa place actuellement, au moins, en tant que 8e. Je pense qu'aujourd'hui, Berne est là où il doit être, compte tenu de sa saison un peu comme ça, où il y a eu des moments creux et tout. Là, l'équipe en est sortie. J'ai l'impression qu'elle est sortie de l'ornière et que ça va mieux. Parce qu'à Genève, je n'y étais pas, mais les échos étaient quand même qu'ils ont donné vraiment du fil à retordre, les Bernois. Ils ont donné du fil à retordre au leader qui a marqué 2 buts en toute fin de rencontre. Donc, CP Berne, faut plus trop compter maintenant sur une équipe qui lâche autant de points qu'elle en a lâché durant le mois de janvier, par exemple. Alors, 2 remarques. Il y a Sébastien Staub qui dit ouais, ça manque de profondeur à Berne, je trouve. Alors, oui et non, parce qu'il y a quand même eu énormément de blessés, puis des blessés importants. Il y a eu Kaoun qui a manqué longtemps. Il y a derrière, il y a Jelina qui n'est pas là, qui va éventuellement revenir bientôt. On en parle pour le week-end prochain. Voilà. Il y a Romain Leffel qui a aussi manqué pas mal de matchs. Exactement. Et ça fait quand même, c'est quand même de l'expérience qui manque, etc. Et oui, alors je l'entends, le manque de profondeur. On va rechercher des juniors qu'on a placés en Suisse League, mais ça se fait un petit peu partout. C'est difficile d'avoir des joueurs expérimentés de National League qui sont chaque fois en tribune, comme le fait parfois Zurich avec un joueur comme Dominique Diem, qui a quand même des années de National League derrière lui et qui une fois sur 2 est pas convoqué. Ça, je peux l'entendre, mais je pense que c'est quand même normal. Ils sont encore dans ce processus de mise en place de quelque chose, Berne. Ils n'ont pas parlé de titre, ils n'ont pas parlé de trucs vrai. comme ça. Ils sont encore un peu moins ambitieux. Voilà, absolument. Mais ça va pas durer. Ça va pas durer. Ça va pas durer. Et oui, Fabien Luisier, là, je suis tout à fait d'accord avec lui. Tyler Ennis, qui joue sur une ligne avec souvent avec 2 juniors, non pas 2 juniors, avec Baumgartner au centre et puis avec Noah Fuss sur l'autre aile, est vraiment excellent et il s'entend très bien en powerplay aussi avec Colton Sivior qui finalement, on se disait qu'est-ce que c'est quoi comme sorte de signature? Est-ce que ça va être un Winnick? Est-ce que ça va être, tu vois? Parce que c'était quand même un 3e, 4e bloc de NHL, donc un jeu un peu différent de ce qu'on lui demande à Berne et il s'en sort très bien. Et du coup, sur ce coup-là en tout cas, Ebet avec Golubev, avec Jelina, on n'a pas tellement pu voir, mais non. Avec Ennis qui est arrivé en cours de saison, Kaoun qui est toujours là, et puis Ennis et Sivior, Eddie Domenico. Je pense qu'au niveau des étrangers, Berne, si tout le monde joue au niveau auquel on les attend, ouais, c'est solide. Non, mais actuellement, je crois qu'il faut être clair, il y a beaucoup d'étrangers qui arrivent vers leur pic de forme. Ça se sent. Je trouve en tout cas qu'il y avait vraiment des étrangers super intéressants lors des derniers matchs. Donc je pense que cette équipe, elle a su augmenter le rythme. Par contre, je vois une question sur le nouveau coach. Au niveau des statistiques, il y a quelques semaines, j'avais tenu... Là, elle me prend un peu de court cette question. Mais il y a quelques semaines, c'était pas le cas. Hein. Fabrice qui en parle. Désolé Fabrice pour pas avoir une réponse plus précise, mais... Juste avant la pause, j'avais vu les statistiques de Berne. Ce n'était pas le cas. Söderholm n'avait pas de meilleures statistiques que son prédécesseur suédois. J'oublie son nom tout à coup. Lundskog, je voulais dire Lundberg. Non, Lundskog. Voilà. Donc, il n'y avait pas vraiment de meilleures statistiques pour Söderholm. Il y avait un jeu qui laissait à désirer. Mais je trouve quand même que là, il y a autre chose. Ennis fait clairement partie des joueurs qui m'impressionnent. Au niveau du power play, il est vraiment bon. Et puis là, il y a une question sur Berchi, un flop, ça c'est sûr. Alors Sven Berchi, effectivement, pour l'instant, il est annoncé blessé et il va passer des examens début de semaine. Par contre, la dernière fois que je suis allé faire Berne, c'était le Berne Bienne qui avait quasiment rempli la Post Finance Arena. Alors là, on nous avait dit ouais, il est pas en forme, il a de la peine à se mettre à faire ce changement de retour en Europe parce qu'il a clairement fait sa vie aux États-Unis. Il est parti de Suisse pour jouer en Amérique du Nord et puis il n'a plus quitté l'Amérique du Nord depuis ses années juniors. Quand il est revenu, il a eu de la peine à s'adapter aussi en dehors de la glace.
C'est une autre vie, une autre façon de faire et Berne a décidé de lui donner du temps pour qu'il soit prêt au début de saison prochaine. Et ça, c'était les dires du directeur sportif Andrew Ebbett. Non, il faut être un petit peu tolérant, je pense, avec Berchi, parce qu'on l'a vu avec d'autres joueurs quand ils sont revenus d'outre-Atlantique. Hein, on peut penser à l'autre, Berchi, celui qui est à Fribourg maintenant, Christophe, ou à Vermine. C'est rarement la première saison qu'on retrouve les joueurs qu'on devrait voir, j'ai envie de dire, par rapport à ce qu'ils ont montré outre-Atlantique, par rapport à leur potentiel. Donc Berchi, clairement une grosse déception, allons-y pour ça, je valide, mais je pense qu'il sera vraiment jugé la saison prochaine et je pense qu'à Berne on en est conscient et c'est pour ça qu'on lui donne un peu de temps pour se retaper, pour se refaire une forme physique et mentale peut-être. Ça va être aussi, le jugement pour tout le monde la saison prochaine parce que Vermine il fait pas une immense saison à Berne non plus. Hein. Alors, là j'ai moins d'explications. Là, je peux pas dire mais c'est sa première saison pour son retour à Berne. Faut le laisser se réadapter à la vie. Il connaît bien la dans ligue, la capitale. Quand même. Hein. Non. Là, si je dis ça, je mens complètement. La langue change parce qu'évidemment, on passe de Suisse romande à la capitale bernoise. Mais nous, on l'aimait bien en Suisse romande. Il peut revenir quand il veut. Ouais, effectivement, il est le bienvenu. Il est le bienvenu. On a fait le tour pour Berne. On va juste encore prendre une dernière question pour les ours. C'est Rodrigo qui pose la question. Pour Berne, ça risque d'être compliqué contre Lugano en pré-playoff. Dido, on le sent fatigué et Lugano avec Klock et Schlegel va beaucoup mieux. Oui et oui. Voilà. on va pouvoir d'ailleurs... Quelle transition magnifique. Merci Rodrigo pour la question qui inclut Klock et Schlegel puisqu'on va maintenant s'occuper du HC Lugano. Lugano qui est 9e, 47 matchs, 64 points, qui alterne le bon, le moins bon. Allez, on a mis une légère tendance à la baisse pour Lugano. Pourquoi ? Parce que quand on est une équipe qui doit gagner des points pour participer au pré-playoff et qu'on se permet de laisser échapper la victoire quand on accueille Langnau, j'avoue que ça pose quelques questions assez légitimes. Et quand on se réfère aussi au match précédent à Lausanne, qui était... Alors à Lausanne, tout le monde a parlé de ce match capital contre Lugano, à pas perdre. Ok, je suis d'accord. Mais en face, il y a quand même un adversaire qui a aussi assez gros à jouer et qui passe complètement à côté, ce qui était vraiment le cas mardi. J'ai pas le sentiment que Lugano est sur un trend très positif actuellement, même s'il y a eu 2 points hier, il y avait des signes de révolte. Mais au Tessin, il faut quand même pas dire que Lugano est en train d'impressionner. Loin de là, c'est une équipe qui manque de régularité aussi. Je pense qu'elle manque de confiance aussi. Il y a des joueurs qui l'ont perdu en début de saison et qui ne l'ont pas retrouvé. Et puis hier, il y a peut-être Arcobello qui a été perdu pour un moment. Je ne sais pas si sa blessure sera vraiment grave ou pas, mais on peut se poser des questions. Et même s'il ne fait pas la meilleure saison de sa carrière, Arcobello, il ne va pas très très fort physiquement après le match d'hier. C'était une certitude. Donc s'il n'est pas là, ce sera un vrai problème. Il y a la question aussi Koskinen. Alors, d'après les dernières indiscrétions, il serait blessé au très très haut du corps. on ose le dire que c'est pour lui plus un problème dans la tête qu'autre chose. Absolument, ouais, bon. Je crois que c'est assez clair là maintenant. Voilà. Et c'est pour ça aussi que Schlegel a été rapidement... re-signé. Ça serait une des explications pourquoi Schlegel il était important de le conserver, s'assurer aussi qu'il soit bien dans la tête pour la fin du championnat. Bon, Schlegel il est pas mal, hein. Il faut c'est un bon gardien, rien à dire. Ouais. Depuis qu'il est venu, les victoires elles sont dans son escarcelle. Il faut aussi se dire qu'il y a plusieurs directeurs sportifs qui cherchaient des défenseurs étrangers pour remplacer un Ygren, pour remplacer un autre ou pour compléter, etc. Certains se sont plaints de rien trouver. Le marché est sec. Par contre, à Lugano, Klock, il est arrivé à l'heure. Pardon. Ouais. Alors, il est arrivé à l'heure, mais en plus, il est arrivé en forme. Il a mis vraiment sa patte dans la défense, dans le jeu. Il a pris une place très importante dans cet effectif. Et je pense que Klock est une excellente recrue. Parmi les recrues effectué pendant la saison, c'est une des meilleures à mon avis. Lugano là ne s'est pas planté et quand on connaît les difficultés de trouver un défenseur, en trouver un aussi bon, je suis pas sûr que beaucoup d'équipes peuvent en dire autant et on en reparlera en fin de saison parce qu'il y en a encore quelques-uns qu'on n'a pas tout à fait vu, qu'on va voir à l'heure, genre Morrow à Davos. Absolument. Ou comme ça. Donc Klock c'est une très bonne pêche de la part de Domenichelli. Et non, son prénom n'est pas Jürgen. Voilà, on passe à... c'est qui ? C'est Cloton. Même nombre de points que Lugano, mais un match de plus.
Ouais. Voilà, exactement. Cloton qui est en chute libre. Alors là, ils se sont dit, il y a un moment, ils étaient 7e ou 8e. Ils se sont dit, ah, c'est bon. On a Ah, fait, mais c'est là, bon. t'es dur. Non, mais Ils bon. se sont pas dit ça. Non, mais pas consciemment, Régis, mais quand t'es néo-promu, enfin, quand t'es promu, néo-promu, ouais, t'es de toute façon néo-promu. Voilà, quand t'es promu, t'arrives à te hisser à quelques points de cette 6e place, ça doit griser un petit peu, puis tu te dis, l'objectif, ça a été stipulé en début de saison, Cloton voulait, j'ouvre les guillemets, garantir la place en National League le plus rapidement possible, fermer les guillemets. Et quand on a cette avance-là sur... alors maintenant, il est en train de fondre, mais quand on avait cette avance-là sur le 13e, parce que eux, 12e, c'est bon. Le reste, c'est du bonus, quoi. Exactement. Hein, on perd pas d'argent, on fait pas d'argent en plus avec des pré-playoffs ou comme ça, d'accord, mais le but, c'est ça. Et quand le but est tout proche, c'est humain. On se relâche un petit peu. Moi, j'ai peut-être une autre perception. Ah, J'ai eu le sentiment que pendant 2 mois, 3 mois, 2 mois, on va dire, l'équipe a un peu marché sur l'eau. Je pense qu'elle était bien payée sur certaines de ses prestations, qu'elle trouvait toujours un moyen de se remettre dans le coup quand ça se passait mal un tiers. Ben, au lieu de le perdre 3-0 comme certaines équipes le font, ben, elle perdait qu'1-0 au deuxième tiers, elle revenait et puis après ça tournait encore pour elle. Et je pense qu'il y a un moment donné où j'ai toujours trouvé Cloton très intéressant au niveau du jeu pratiqué, mais... est-ce que le talent est là pour maintenir ce rythme-là pendant 50 matchs? Enfin non, ils ont mis quand même 10 matchs pour rentrer dedans, pendant 40 matchs, on va dire. Eh bien, la réponse pour moi, elle est plutôt non. Donc je pense que Cloton était un peu en sur-régime. Et je ne crois pas que l'équipe s'est laissée griser par le classement et s'est dit, c'est bon, pas de souci, on va faire les pré-playoffs. C'était volontairement un petit peu provocateur, hein, évidemment. Moi, c'est mon feeling de la part de cette équipe pour qui j'ai beaucoup de respect parce que je trouve qu'elle a fait beaucoup de choses bien. Et elle a un coach qui a réussi à surtout mettre de perdre un contre système. Ajoie il y a quelques années, c'est ça? Non, alors rien à voir. Je fais pas référence au passé, loin de là. Mais je trouve que Cloton elle fait vraiment beaucoup de choses bien. Elle a un coach qui a mis les choses en place, une équipe qui semble vraiment marcher dans la bonne direction. Mais actuellement, ben, ça marche plus. Peut-être qu'il y a pas mal de joueurs qui sont aussi un peu en méforme, ça c'est possible. Est-ce hein. qu'on peut imaginer que simplement les adversaires, au final, ont compris comment Cloton a réussi à jouer? Au début, Non. Cloton avait un manque de rythme, ça c'était assez clair. Et puis ensuite, se sont mis à niveau. Moi, vu les dernières rencontres, j'ai vraiment l'impression que l'équipe, elle est plus au même niveau. Tout simplement. Je crois qu'elle Avec elle est moins Jonathan en forme. Hang comme symbole. Un peu quand même, il a flambé au début de saison. Alors lui, clairement, les joueurs, enfin les autres équipes l'attendaient pas. Il a surpris beaucoup de monde. Maintenant, il surprend plus beaucoup de monde parce que on sait ce dont il est capable et on l'attend au tournant. Mais il n'y avait pas que lui. Hein, quand Cloton enchaînait, si je dis pas de bêtises, à un moment donné, ils ont fait 10 victoires en 12 matchs. Ça n'est pas Jonathan Hang à qui on a attribué 8 des 10 victoires. Non, plus. non, absolument pas. Non. Mais je pense que c'est une baisse générale du niveau. Peut-être que c'est de l'énergie. Peut-être que l'équipe luttait beaucoup, donnait beaucoup plus que les autres. Et puis maintenant, ben, ça manque, ça vient un petit peu à manquer. Et là, franchement, quand je vois le classement, Cloton 10e, 64 points, et Lausanne-Langnau avec 1 et 2 matchs de moins, je me dis, est-ce que c'est pas Cloton qui est l'équipe la plus faible en ce moment et la plus en danger pour aller à la 13e place. À la 13e place, c'est possible. Hein? En tout cas, on va descendre encore dans le classement. On va aller parler d'Ambri Piotta maintenant. Ambri Piotta qui reste sur une victoire abienne. Sous la barre, hein, 11e. Oui, 11e sous la barre. On va, pour ceux qui nous regardent en vidéo, voilà le classement. 11e sous la barre, Ambri, 47 matchs, 62 points. Victoire abienne tout de même. Elle était importante parce que là, avec 3 points de main, ils étaient 3e, nos amis léventins. Alors, Ambri, j'étais à ce match à Amiens. Hein. Ambri a un parcours très atypique. Reste sur 6 victoires à l'extérieur. Par contre, à la maison, c'est un peu comme Fribourg. Hein. Okay. C'est une équipe qui aime pas beaucoup faire le jeu. Et à la maison, ça doit être 5 défaites consécutives, si je ne dis pas de bêtises. Donc, Ambri, clairement, a un parcours un peu chaotique qui l'emmène quand même toujours dans le sillage du rival Lugano. J'ai l'impression que des fois on se calque un petit peu quand on est à Ambri et quand on va voir les matchs d'Ambri, on se calque sur ce que fait l'adversaire du Sud. Ouais, du il y a 2 points d'écart entre les deux, il reste un derby. Hein. Il reste un derby, l'avant-dernière journée d'ailleurs. Mais bon, pour parler plus précisément d'Ambri, clairement une équipe qui ce royaume, quand elle a
pas trop à faire le jeu, quand elle peut un peu s'appuyer sur l'adversaire pour emballer le match. Et puis, en powerplay, enfoncer, allez, paf, quand il y a une occasion en powerplay, en contre. Ambry, c'est un trend qui est assez stable, je trouve. Une équipe dont il va falloir probablement se méfier jusqu'à la dernière journée pour être en dessus de la barre. Maintenant, est-ce que cette équipe a vraiment un gros potentiel? Je pense qu'on est un peu limité quand même en termes de joueurs suisses. Oui, effectivement, là, je n'ai rien d'autre à ajouter sur Ambry. Je pense qu'il risque bien de terminer 11e. Moi, j'ai une petite chose à ajouter. Il y a quand même des questions et on aura la réponse le week-end prochain avec Juvonen, qui est annoncé malade tant vendredi que samedi. Donc le gardien finlandais. Le gardien finlandais. On a eu Benjamin Kons, ce qui me réjouit toujours de voir un gardien suisse devant le filet. Et quand c'est Benjamin, encore plus, ça n'engage que moi. Mais là, ça m'a fait bien plaisir de voir qu'un Suisse défendait la cage et a permis notamment une victoire. Mais alors, Juvonen, il y a des confrères tessinois qui m'ont dit nous, on ne se satisfait pas de la maladie 2 jours d'affilée parce que lors du match de mardi face à Berne, il y a un moment donné où il a mis du temps à se relever. Et on se demande s'il n'a pas une blessure qu'on essaie de transformer en maladie. Ah, voilà. Bon. On arrive en fin de saison. Le point d'interrogation, voilà. L'info, l'intox. Voilà, on peut se poser la question. Sébastien Staub nous dit Heim fait une super saison. André Heim qui était un petit peu barré par des plus gros noms au centre d'une ligne quand il était au CP Berne. Effectivement, depuis qu'il est là, il a aussi été appelé en équipe de Suisse, comme beaucoup on va dire, mais on connaît la politique de Patrick Fischer d'habituer, de tâtonner avec certaines sélections à certains moments de l'année. Pour l'instant, ça fonctionne. Enfin, on va pas parler d'équipe de Suisse maintenant parce qu'on pourrait faire toute une émission là-dessus. Mais oui, Heim c'est une bonne saison, effectivement. Et il joue aussi en powerplay, il joue aussi en boxplay. C'est devenu un joueur complet et qui est encore jeune. Donc il y a encore un potentiel de progression. Et oui, Ambry arrive à donner à ces gens-là, à ces joueurs qui arrivent juste pas à casser le top 6 dans des grosses cylindrées, de la place et du temps de jeu peut-être plus en phase avec les qualités de certains joueurs, comme par exemple Heim. Ouais, alors clairement, Heim, il est au bon endroit, à la bonne place, bien utilisé, et lui, il répond présent. Moi, je trouve que c'est vraiment génial quand on voit des joueurs comme ça qui quittent leur club de toujours, qui vont à Ambry, on progresse, et aujourd'hui, clairement, allez, peut-être qu'il y a une lutte avec Pestoni pour être le meilleur attaquant, mais si on me disait tu peux en choisir un des deux, il y a des chances que je fasse quand même presque plus confiance en Heim qu'en Pestoni, même s'il a des qualités de buteur indiscutables, le petit prince de la Léventine. Mais je trouve que Heim, c'est un attaquant à suivre à l'avenir. Pour l'instant, à Ambry, je trouve que c'est génial. Il y a encore Burgler, le roublard. Burgler, l'expérimenté, qui arrive toujours à être là. Il passe rarement à côté de ses matchs. Mais je pense que Heim, c'est vraiment une très bonne pioche. Et c'est un joueur dont on risque encore de parler pas mal ces prochaines années. 11e Ambry, 12e Lausanne. Lausanne qui a passé Langnau, qui s'est établi avec un match de moins au-dessus de la barre. 60 points pour les Lausannois qui restent sur un trend positif avec notamment une victoire à Fribourg. C'était pas beau, mais ça compte. Ouais, parfois, c'est ça, c'est ce qui compte le plus, les 3 points. Non, mais je pense que Lausanne, par rapport à toutes ses dernières performances, et y compris le match face à Genève, est clairement en train de monter par rapport à une 12e, 13e place qui a longtemps été sa place. Donc Lausanne, moi je ne les vois pas, je ne les sens pas finir sous la dernière barre, si j'ose dire. Je ne les sens pas du tout finir à la 13e place par rapport à ce qu'on a encore vu durant la semaine. Mais je trouve que aussi le match face à Genève a prouvé que cette équipe elle a aussi des limites, en particulier en ce qui concerne ces joueurs importés. Ah bah il y a une question de David Jacquard. Bonjour JP, comment est-ce possible de se tromper autant sur les étrangers? Certains sont totalement insuffisants. Bon David, déjà salut, c'est une bonne question de Sioux ça. Et puis je te souhaite un excellent rétablissement. David s'est blessé lors d'un match de hockey au pied, à la malléole. Allez, tout bon rétablissement. À cause de toi, Non, c'est un coéquipier. Pas du tout. Comment est-ce possible de se tromper autant sur les étrangers? Certains sont totalement insuffisant. Alors, Kovac, numéro 1, je pense de ta liste, ça doit être ça. Oui, en tout cas, c'est celui qui incarne le plus.
Il a eu sa chance. 2 fois, 3 fois, il a été top scorer. Il y a eu un bon passage où il marquait en power play, il marquait en breakaway, etc. Et tout à coup, paf, plus rien. Difficile d'expliquer. On n'est pas dans le vestiaire non plus. On n'est pas dans sa tête. On peut aussi parler de Richard Panic. Ça, c'était le fameux jeu de mots éculé Panic Move. C'était un peu ça. Il faut quelqu'un calmer le bon peuple. On prend Richard Panic, un gars estampillé NHL qui vient des Highlanders, un gros attaquant, Bon, etc. non, mais depuis le début de la saison, on parle tout le temps des étrangers de Lausanne. Je crois qu'à un moment donné, je crois qu'on a compris. Bon, Gernat, je pense pas qu'on peut lui reprocher grand-chose. Non, mais moi je trouve qu'on a plus le Gernat qu'on a eu l'année passée, voire lors de son premier passage. Pour moi, même lui a un peu baissé par rapport à ce qu'il a été capable de montrer ou est encore capable. Je ne sais pas où est la barre, mais en tout cas, moi, je trouve qu'il fait pas une mauvaise saison. D'accord, tout à fait. Mais de là à dire que il est, je veux dire, c'est pas Tom Ernest, c'est pas Gunderson pour prendre. Tom Ernest, il n'y en a qu'un. Ok. Ouais, je sais pas. Moi, j'aime beaucoup Martin Gernat. Alors, il est capable de marquer, il est capable de tenir une défense, il peut se montrer offensif. C'est un leader par l'exemple. C'est pas celui qu'on va voir parler, le grand stratège, etc. C'est plutôt vraiment quelqu'un qui travaille dans l'ombre. Dans l'ombre. Bon, ben, il a quand même beaucoup. On n'est pas un avis plus positif. Voilà, on n'est pas obligé d'être d'accord. C'est aussi ça qui est bien. C'est aussi ça qui est bien. Tant mieux. Après, si on prend Daniel Odette, c'est un peu dans le même panier que Panic et Kovacs. C'est des joueurs qui n'ont rien montré en tant qu'importés. Il a été important à Fribourg pour son retour au jeu, mais c'est vrai que sur la longueur, on attend beaucoup plus. Ça, c'est certain. Emerton, il a été blessé, il a été utilisé en défense, à l'aile, au centre du premier bloc. Il a fait à peu près toutes les. Je crois que même il a été masseur pendant 2 matchs. On ne sait pas trop. Tu es sérieux là? Non. Non, mais il faut pas sérieux. Non, mais il y a des rumeurs après qui courent à travers tout le canton de Vaud. On peut s'attendre à tout avec Lausanne, mais pas à ça. On a eu Frolic à un moment. Enfin, c'était vraiment. Ok, maintenant on peut mettre ça derrière. Pour Lausanne, il s'agit maintenant de faire le mieux possible. Les pré-playoffs ne sont plus si loin. C'est plus un truc impossible. Ils vont continuer de travailler. Et s'ils travaillent aussi sérieusement qu'à Fribourg, même si l'important c'est les 3 points, le reste c'est vraiment égal. Ils ont avec Laurikainen un gardien qui a été, en tout cas à Fribourg, impeccable, qui peut pas grand chose sur les buts. Il y a eu un puck qui vient le taper alors qu'il n'est pas là, et puis Sørensen est seul devant. Ok. Ensuite Sørensen seul à 3 mètres, un joueur comme ça, quand ça a le temps d'allumer, de préparer son tir du poignet aussi proche, c'est souvent but. Je pense d'être un bémol sur le jeu de Cannes. Voilà, bon. Mais il n'y a quasi pas eu de rebond. Et Fribourg aime aller dans le slot. Là, hein, des Rask, des joueurs comme ça, ils aiment bien aller choper ces rebonds. D'ailleurs, Rask, il en a marqué quelques buts sur rebond. Il n'y en a pas eu. Non, mais le bémol à Lausanne, c'est quand même toujours ces situations spéciales. On y revient quand même systématiquement, mais on ne va pas refaire cet éternel débat. Ça ne fonctionne quand même toujours pas, le jeu de puissance. Moi, je pense que Lausanne vaut plus que son 12e rang. Est-ce qu'elle vaut plus que le 10e? J'ai de la peine à le penser. Mais on verra, il y a aussi certaines choses, pas dire des certitudes, parce que c'est un peu tard dans la saison pour commencer à en avoir, mais des choses qui commencent à se mettre en place et qui commencent à fonctionner. On est revenu, avec Jeff Ward est revenu à Sekac Fuchs-Ria. Il faut dire que contre Fribourg, Sekac, il est dominant dans ses duels, il gagne ses duels. Alors, parfois, il n'arrive pas à faire tout ce qu'il veut faire, mais il est toujours dangereux devant la cage. On ne sait pas ce qu'il il est capable d'être passeur, il est capable d'être buteur. Donc, au moment, quand il est décalé sur la droite de l'attaque, les défenseurs et les gardiens ne savent pas quoi faire. Parce qu'il peut très bien la mettre dans la lucarne ou bien servir parfaitement le F2 ou F3 qui arrive. Donc, je pense que celle-là, elle ne va pas bouger. Et puis après, il faut un peu jouer. Et je pense qu'avec le match de Fribourg, Odette et Gernat, qui était malade, hein, il est revenu au jeu à Fribourg. Oui. Eux ont surnuméraire vendredi. Voilà, surnuméraire. Ouais. Et je pense que là, peut-être que Ward tient quelque chose pour la fin de la saison. On a des questions, notamment une de Marc Egui qui nous a écrit avant notre overtime. Une question sur Marty au LHC. Samedi soir, il prend 2 fois 2 inutile. Aurait dû prendre 2 minutes pour un dégagement dans les gradins. Est-ce que vous pensez qu'il faudrait le mettre en tribune, se passer d'un tel joueur? Merci pour votre émission.
Ben merci, merci, merci pour votre question. En fait, quelle est l'utilité d'un Marty Il faudrait en discuter avec Geoff Ward. Et qu'est-ce qu'il a comme autre solution que Aurélien voilà. Marty? Parce que oui, si Eldner est là, eh ben, tu mets Eldner, tu as un défenseur solide, physiquement à peu près le même gabarit que Marty, sauf s'il est peut-être un petit peu moins costaud, mais enfin, voilà. C'est un joueur, il est droitier, ça peut aussi aider parce que, voilà. C'est clair que Sidler, par rapport à Marty, tu peux pas lui demander les mêmes choses. Non. T'as Jelovac et Marty, c'est deux solides gaillards. Non, mais T'as la paire numéro 1, c'est Gernat avec Frick. Je veux dire, t'as besoin d'un gars comme ça. Et si Eldner était là, je pense que c'est là que j'allais mettre le doigt. Marty serait 7e défenseur, voire peut-être en tribune si on lui préfère Sidler pour une touche offensive de la jeunesse, etc. Parce qu'il a montré des belles choses, même si Sidler, il est encore dans certaines situations trop inconstant et puis encore un peu naïf face à des joueurs étrangers, par exemple. Je pense que Sidler, il est clairement le défenseur qui a une vocation offensive. Donc on va pas lui demander de jouer physique, d'aller dans les bancs d'un maximum. Il est d'ailleurs pas grand, hein, Sidler. Non. Si vous l'avez vu sur la glace, il va pas régater avec tous les joueurs de la ligue. Hein. Il est pas grand hors glace non plus. Je dis si vous l'avez vu. J'ai pas dit qu'il était pas grand sur la glace. Mais je pense que Marty, effectivement, le jour où Eldner, s'il revient, parce qu'on ne sait pas vraiment ce qu'il en est de. Il a joué que 14 matchs. Voilà. Si Eldner est sur la glace, la place de Marty, elle risque de reculer à la position de 7e défenseur. Pour l'instant, c'est Mackay Holdener qui l'occupe, mais il joue assez peu dans les rencontres. Ils ont même joué à 8 défenseurs contre Fribourg et je n'ai pas souvenir d'un chiffre de Mackay Holdener. Ouais, alors Je peux me tromper, mais il était sur la feuille de match, mais je ne me sens pas que je l'ai vu. Avec le retour de Gernat, évidemment, ça a redécalé encore certains dans la hiérarchie. Moi, je pense que Lausanne actuellement est obligé de prendre un Marty, quoi qu'il en soit. Après, je pense aussi qu'il a pu montrer des bonnes choses, notamment avec Peltonen. Il jouait régulièrement. Oui, c'est vrai que c'est là qu'on a vu le meilleur Aurélien Marty. Et puis là, effectivement, avec Ward, peut-être qu'on lui demande d'autres choses où il est moins à l'aise, je sais pas. Mais et puis il y a aussi des matchs où on se dit Marty fait un bon match. Et puis c'est clair qu'à Fribourg, c'était pas le couteau le plus aiguisé du tiroir, quoi. Ça faut être franc, mais on a tous le droit d'avoir un coup de moins bien. Nous les premiers dans nos commentaires, etc. Il y a des jours où j'étais pas bon. Voilà. Ça arrive aussi sur la glace et je pense qu'il ne faut pas se focaliser sur un seul joueur, surtout pas dans un match, dans un sport comme le hockey sur glace où voilà, c'est vraiment l'équipe qui fait le nécessaire pour gagner. Une question de Rodrigo qui nous demande est-ce qu'avec le LHC, ça ne se passe pas beaucoup dans la tête? Est-ce qu'on lui aurait besoin d'un coach psychologique? Je pense que c'est dans la tête, mais il y a un moment donné où c'est la confiance qui est ébranlée. Donc c'est dans la tête, la confiance, mais c'est pas un coach psychologique qui va vous poser le jeu de puissance pour donner. Non, mais puis on se dit des fois, il faut un match référence, puis là ça soude, ça va mieux, etc. Alors on nous a fait. Ils les ont eu les matchs référents. Ils ont fait quand même 6 victoires en 7 rencontres avant la pause des équipes nationales. Ils ont recommencé, ils ont fait quand même 2 sur 3. Donc ça va bien à Lausanne dans l'ensemble. Il ne faut pas vouloir tout jeter. Je veux dire, si ce Lausanne-là avait fait cette série au mois de novembre, peut-être que Lausanne serait aujourd'hui à la lutte autour de Zug, et, en tout cas dans le milieu du classement. Donc il y a vraiment du positif. Il faut retirer beaucoup de positif à l'heure actuelle. Et je pense que l'équipe a de quoi s'appuyer sur beaucoup de bonnes choses. Et c'est pas parce qu'elle s'est fait rouler dessus vendredi dans le derby par un leader qui était monstrueux que l'équipe est partie. Moi, je pense que la réaction à Fribourg a été bonne. Ils ont matché. Fribourg a voulu sortir très très fort. Lausanne est sorti encore plus fort. Ils ont même eu le puck plus souvent qu'à leur tour dans les 5 premières minutes. Et finalement, ils ont pris 3 fois l'avantage. 1-0, 2-1. Et le 2-1, c'était assez amusant. Enfin, amusant. Si on veut, mais le speaker fribourgeois était en train de hurler goal au moment où Tim Boson inscrit le 2-1 entre les jambes de Berra. 8 secondes après la mise en jeu. Alors ça fait beaucoup rire les supporters lausannois, un peu moins ceux de la BCF Arena. Jean-Philippe, avant que nous passions à Langnau, il y avait encore une question un tout petit peu plus haut en sujet du LHC qui n'avait rien à voir avec l'aspect sportif de Lucas Faton. Où Lausanne trouve-t-il l'argent pour ses joueurs? Je crois qu'il ne faut pas aller chercher très très loin. Non. Il y a un certain Gregory Finger qui est aux manettes tout en haut et c'est lui qui donne son feu vert pour engager, pour délier les cordons de la bourse, pour engager des joueurs, tout ça. Voilà. Je crois que il n'y a pas d'autre explication.
il faut le dire, il y a quand même un mécène, ce que tous les clubs ne peuvent pas avoir Non, à pas la tous, tête, hein. effectivement. On va passer à... Il nous en reste deux. Il nous en reste deux. Plus que deux, on y arrive, on y arrive. C'est ceux qui ont la position la plus précaire. Ouais, c'est Langnau qui a pourtant le même nombre de points que Lausanne, mais un match en plus, 60 points. On va commencer par ces Emmentaler avant de s'occuper du HC Ajoie. Langnau, alors, Pesonen. Ah, Michaelis blessé, ça c'est la tuile. Oh, clairement. Mais clairement, ils ont quelques tuiles là. Mais ils nous ont fait passer il y a quelques semaines pour une tuile concernant la blessure de Sari Järvi. Ah oui, il était juste. déjà de retour. Donc est-ce que Michaelis... Non, bon, trêve de plaisanterie. Michaelis, c'est un caillot de sang. Ouais. C'est une thrombose. C'est pas un truc bénin où on peut mettre une attelle, un plâtre ou que sais-je. C'est quelque chose qui va l'écarter définitivement de la saison. Donc c'est un joueur qui était dans beaucoup de bons coups de la saison. Il y en a quelques-uns qui prennent le relais parmi les étrangers, mais quand on connaît la place des étrangers à Langnau, c'est vraiment une tuile que l'absence du joueur allemand. Maintenant, il y a un Suédois, Holmström, c'est ça? Ouais. Qui l'a Axel remplacé. Holmström. Toi, tu l'as vu vendredi et je propose que toi, tu nous parles un tout petit peu de ce bonhomme. Eh ben, il a joué avec le numéro 55. Ah, j'avais pas vu cette information. Voilà. Là. Ouais. Normalement, il devrait avoir le 14, mais il a joué avec le numéro 55 et il n'avait pas son nom sur le maillot. Mais enfin, le plus important, c'est qu'il a pris poste pour poste la place du top scorer allemand Michaelis qui s'est engagé pour 2 ans à Zug, dès la saison prochaine. Pas oublier. Et Zug pourrait perdre Christian Dios au profit de Lausanne. On n'en a pas parlé tout à l'heure, mais il semble bien que ce soit sur la bonne piste. Ce sera en tout cas pas officiel aujourd'hui. Holmström, il s'est montré... faut dire qu'il est arrivé dans l'Emmental jeudi et que vendredi soir, il était sur la glace pour faire face à Zug. Dans une ligne il n'a même avec... pas eu le temps de déguster une petite fondue ou quoi que ce soit. Ouais, ça je sais pas, peut-être, mais c'est pas le meilleur truc, la fondue avant de jouer. Mais il était sur la ligne avec Pesonen à sa gauche et puis Mathias Rossi qui est utilisé en première ligne par Paterlini, donc l'ancien joueur de Fribourg à l'aile droite. Il a été correct, mais est-ce qu'on peut demander plus à un joueur qui débarque que d'être correct contre la défense de Zug? Voilà, il a été par contre excellent au penalty, il en a marqué un magnifique. On sent que c'est un joueur qui a l'habitude, qui vient du championnat de Finlande, qui a l'habitude du haut niveau, on voit qu'il a l'habitude aussi de jouer dans une ligne dominante. Mais c'est aussi il va pouvoir donner de la liberté à ses ailiers parce que c'est aussi un centre, c'est pas un centre unidimensionnel buteur comme Suomela qui pourrait arriver à Lausanne la saison prochaine, là le meilleur buteur de SHL. Lui c'est vraiment un two-way. On verra. C'est un peu tôt pour juste un match. Voilà ce que j'ai vu. C'est un gars qui va aller dans les bandes volontiers. Il n'est pas grand, mais il est costaud. Il va gagner ses duels dans les bandes et puis il ressort le puck proprement. Bon, pour élargir un tout petit peu, puisqu'on parle de Langnau plus globalement et pas seulement de quelques joueurs, Langnau c'est une équipe qui repose vraiment sur des étrangers, donc il a besoin d'avoir des étrangers performants que l'on voit vraiment sur la glace, qui sont décisifs pour marquer des goals, parce que de mon point de vue, Langnau est l'équipe avec le contingent suisse le plus faible. Je pense qu'on est à peu près au niveau d'Ajoie, mais... Si tu enlèves les deux des étrangers, c'est Schild, Ernie, Gross-Niklaus, Zrid et Kadonau. Voilà. Et puis en attaque, c'est pas beaucoup mieux. Il n'y a pas de joueurs... Il y avait Guggenheim encore. Oui, c'est vrai. Mais voilà, Langnau est une équipe, je trouve, terriblement limitée au niveau des joueurs suisses, qui sont des joueurs qui, dans beaucoup de clubs, ne trouveraient pas de contrat ou alors pour un 4e bloc ou des places comme ça. Donc, moi, je ne suis pas vraiment de l'avis. Lucas Faton trouve que Langnau mériterait une place dans les 10. Est-ce que le fait simplement d'avoir une grosse légion étrangère fait qu'on mérite une place en pré-playoff? J'ai un peu des doutes par rapport à ça et une réserve. C'est pas vraiment mon impression. Si on se souvient de la situation financière de Langnau durant le Covid, c'était le club qui était le plus proche d'exploser, quoi. Et là, je crois qu'ils sont déjà contents d'être en National League, d'avoir pu assainir tout ça, trouver des sponsors supplémentaires parce que ça a été la bataille de Peter Jakob. Et là, avec la blessure de Michaelis, ils ont encore ouvert le porte-monnaie pour aller chercher Holmström. Ils ont clairement maintenant dit à la direction sportive et aux joueurs, la balle est dans votre camp, le puck est dans votre camp. On a fait tout ce qu'on a pu cette saison pour que vous alliez chercher cette 12e place. Parce que eux, ce qu'ils veulent, c'est s'éviter le stress
d'un éventuel play-out? Bah, on peut dire quand même qu'elle répond assez bien hein, après cette pause parce qu'elle est revenue, l'équipe de Langnau, elle a battu Rapperswil mardi, elle est allée chercher 2 points à Lugano et entre deux, une défaite mais en prolongation, prolongation Penalty. Ouais. face à Zoug. C'est quand même 6 points durant la semaine. Je pense que Langnau, clairement, est dans la bataille. Ils sont à égalité avec la 12e place lausannoise. Il n'y a que 4 points de retard avec l'Automne et un match en moins. Donc, Langnau est dans le match pour cette 10e place. Les joueurs répondent. Je suis persuadé que ce sera un adversaire qui va poser encore beaucoup de problèmes à toutes les équipes qui devront les affronter jusqu'à la fin. Il n'empêche, quand on regarde le classement, Langnau n'est pas en position de favori pour éviter la 13e place. C'est quand même l'équipe la plus menacée et il va falloir encore cravacher parce qu'on se rend compte que même que les derniers, Langnau, Lausanne, Ambry font des victoires, reste toujours entre la 11e et la 13e place et ça évolue très très peu. Donc à moins d'une magnifique série, ils vont devoir cravacher quasiment jusqu'à la dernière minute. Vous en reste un ? Ouais, plus qu'un. Le HC Ajoie. HC Ajoie, 14e, 48 matchs, 43 points. C'est clair que 43 points, peut-être qu'il y a, on va dire quoi, 3 mois, on se disait que ça allait d'être dur à atteindre. Finalement, il y a eu une réaction avec le départ de Pézanne et puis la reprise de l'équipe par le directeur sportif lui-même, Julien Vauclair. Ça n'a pas suffi pour faire autre chose que 14e. Non, cette fois c'est sûr. Cette fois c'est sûr. Vous voyez le petit rond rouge à côté du nom du HC Ajoie. Maintenant, il s'agit de faire une Ambry d'il y a 10 ans, quoi. Bon, prenons les choses l'une après l'autre. Reprise cette semaine, il y a eu un revers à Zoug, il y a eu un revers à Davos. Ce ne sont pas de déplacements évidents et je crois qu'on peut comprendre que l'équipe n'ait pas fait mieux que cela en termes de résultats. Maintenant, elle a pas repris comme on aurait peut-être pu l'imaginer parce que à Zoug, ça a été très très compliqué durant un demi-match. Il aurait pu y avoir 6-0 à la mi-match et puis il y aurait eu une claque à la fin. Elle a fait un bon demi-match. À Davos, ça s'est mal passé également avec une entame de match solide mais offensivement, elle a jamais trouvé les clés. Elle a joué 10 minutes en supériorité numérique, pas trouvé mieux que d'encaisser de buts. Donc Ajoie, clairement, n'a pas repris de la meilleure des manières après cette pause. Et là, on va dire que c'est pas positif. Le trend est négatif en ce moment. Maintenant, c'est une équipe qui va jouer 2 matchs par semaine jusqu'à la fin, puisqu'elle avait beaucoup joué jusqu'à présent. L'objectif, c'est clairement d'être prêt non seulement à la fin du championnat pour la suite, mais 10 jours après pour le début des play-out. Donc je pense qu'il ne faut pas être trop sévère avec Julien Vauclair et son équipe. Je crois savoir qu'il a travaillé beaucoup sur le physique durant la pause de février, sachant que c'était la dernière possibilité de mettre l'accent là-dessus. Donc il y a peut-être eu aussi un petit contre-coup en ayant eu une grosse charge de travail. Il y a ça qui est rentré en ligne de côte. Maintenant, moi je m'attendais quand même à ce qu'Ajoie trouve un joueur d'ici la fin des transferts. Ça n'a pas été le cas, Fribourg d'ailleurs. On a aussi évoqué ça. Ça a été évoqué, c'est vrai. Mais bon, le problème, c'est qu'Ajoie tourne à 5 étrangers. Il y a Bakoche qui revient à Zoug. Il est à nouveau absent à Davos. Donc, il a des problèmes de dos. Il a eu un tassement de vertèbres. Et je peux comprendre que ce ne soit pas tout simple. Je crois qu'il y a Ezen qui sera suspendu. Ezen sera suspendu. C'est un coup du sort qui peut arriver. Donc, je m'attendais quand même à Ajoie qui s'était gardé une réserve pour engager quelqu'un. Le trouve, mais je pense qu'on n'a pas trouvé la bonne personne et on s'est dit plutôt que d'engager, faisons confiance à nos Suisses qui, eux, devront, quoi qu'il en soit, jouer s'il y a barrage, mais ne négligeons pas les chances des Jurassiens en play-out. Et là, ça va jouer à 6. Là, ma question, c'est ça. La question, en play-out, Ajoie est sûr de les disputer. Quel adversaire pour les Jurassiens? Peut-être un à éviter puis un à souhaiter. Ouais, mais je crois que clairement, du côté d'Ajoie, si on peut éviter Lausanne, on signe tout de suite en bas de la feuille. Maintenant, j'ai envie de dire, Lugano, c'est du même tonneau. Ambry, c'est loin. Ambry, c'est loin, mais c'est un adversaire qu'Ajoie a battu 3 fois. Sur 4 confrontations. Langnau, il y a encore un match. C'est d'ailleurs le match de vendredi, le prochain pour Ajoie. Ajoie-Langnau. Mais Ajoie a gagné quand même 2 fois à Lille-Fils, sachant qu'Ajoie n'aura pas l'avantage de la glace
il y aurait en tout cas pas de complexe à aller là-bas. Cloton, sur ce que je vois, n'est pas hors de portée. Ça a chaque fois été très serré quand les deux équipes se sont affrontées. Donc, faudra aller gagner une fois à l'extérieur. alors ça c'est sûr, Ajoie va commencer à l'extérieur. Moi je vois clairement pour Ajoie le seul souci si c'est Lausanne ou Lugano en play-out. Sinon Ajoie a un coup à jouer tout en sachant que quoi qu'il en soit ils ne seront pas le favori du play-out. Voilà. Hein? On a fait le tour du classement. On va prendre une dernière question avant de mettre un terme à cette émission. Qui va un peu plus loin. Qui va encore un peu plus loin. Ouais, c'est de la musique d'avenir. Est-ce que la Chaux-de-Fonds, qui est leader de Swiss League et qui est en bonne passe de passer ses quarts de finale contre Sierre, est-ce que la Chaux-de-Fonds a les éléments pour battre Ajoie et est-ce qu'elle a les moyens financiers pour monter? Alors, toi qui as été longtemps et qui est toujours notre spécialiste Swiss League. Alors, j'ai beaucoup suivi la Swiss League, mais ce que je constate, que l'écart entre les deux ligues s'est encore creusé depuis qu'on est passé à 14 et qu'il n'y a plus de relégation. Pourquoi je dis ça? C'est que Ajoie, qui est monté avec un budget de même pas 5 millions, va, s'il se maintient, passer à 15 millions l'année prochaine. Je suis sûr que la Chaux-de-Fonds, s'il devait monter... Holton, pareil, ne pourrait pas régater avec un budget de 15 millions. N'est pas capable d'avoir autant. En tout cas, avec les informations qu'on a aujourd'hui. Non, mais je pense que c'est quand même pas possible en l'espace de 3 mois de quasiment faire x3 un budget. Pour aucune équipe, je pense que c'est réaliste. Et trouver les joueurs en conséquence, parce que quoi qu'il en soit, le marché, il sera sec. Et admettons, la Chaux-de-Fonds remplace Ajoie en National League. Il y aura des contrats à Ajoie qui ne seront certes plus valables, mais combien de joueurs seraient vraiment intéressants pour la Chaux-de-Fonds pour la saison prochaine pour vraiment se renforcer? Pas tant que ça. Pas tant que ça, quelques-uns peut-être, mais c'est tout. Maintenant, avant ça, il y aurait déjà un barrage. Et la grosse question que tout le monde se pose, c'est est-ce qu'une équipe de Swiss League est capable de Alors, c'était ça, ouais. Tu as attaqué l'aspect financier. Là, est-ce qu'elle a les moyens financiers pour monter? En répondant à l'élément sportif, il y a quelque chose quand même qui dessert très clairement le club de Swiss League. C'est le nombre d'étrangers avec lesquels on a le droit de jouer. Hein, ça a été décidé à 4. Donc, toute la saison à 2, on doit se renforcer. La Chaux-de-Fonds a déjà 4 étrangers sous contrat. Oui, mais est-ce qu'ils sont du niveau de valeur? Moi, là, pas quand seulement même... ça, il faut les intégrer. Si tu joues une fois deux, oui, ouais, alors tu as le système en tête et tout. Mais je pense que ça, c'est pas vraiment un souci. Moi, je vois plutôt que le niveau des étrangers de la Chaux-de-Fonds, peut-être qu'il y en aura 2 qui sont pas très loin du niveau de ceux d'Ajoie. Mais quand même... Sandré Holden a mis un très joli but. Je pensais à Holden, évidemment, en particulier. Mais quand on voit que Brennan, il fait partie quand même des très bons étrangers de National League, que De Vos Saison, ils ont roulé sur la Swiss League pendant au moins 5 ans, 6 ans. Ils sont pas tellement à la traîne. Voilà. Asselin, l'année où il n'y avait plus de Vos Saison, il était tout en haut du classement des compteurs. Un Gauthier... Autant je lui vois beaucoup de qualité, autant dans un barrage contre une Swiss League, je ne sais pas trop ce qu'il peut valoir, mais c'est quand même un joueur qui a montré qu'il avait un rôle important. Donc au niveau des étrangers, clairement, Ajoie aurait le dessus. Au niveau des gardiens, je pense qu'Ajoie a quand même 2 gardiens valeur National League, ce que la Chaux-de-Fonds n'aurait pas pour un barrage. Et puis, une des grandes questions, c'est au niveau de la défense. Est-ce qu'une défense de Swiss League, et on sait que ça se joue beaucoup quand même sur la défense, des séries de playoffs et un barrage également, est-ce que la défense de la Chaux-de-Fonds est capable de régater? Il y a des bons joueurs, mais voilà, le défenseur numéro 1, c'est un Huguenin. Ouais, mais on s'est quand même beaucoup projeté là, parce que pour avoir un Chaux-de-Fonds Ajoie, il faudrait que Ajoie perde le play-out et puis que Chaux-de-Fonds soit champion de Swiss League. Voilà, mais ce sont quand même... Il y a des probabilités, oui. Si on prend les paris, aujourd'hui, s'il faut parier sur une finale de play, enfin un barrage, on mettrait quand même les 2 équipes. C'est clair que... Donc on a le droit d'y penser et d'en parler. Absolument. Et on va même terminer là-dessus. Merci Régis. Mais avec plaisir. Merci à toi presque aussi, 90 minutes finalement pour passer tout ce classement en revue. On vous souhaite évidemment une excellente fin de journée. N'oubliez pas, vous pourrez retrouver ce podcast sur toutes les plateformes habituelles, que ce soit YouTube, Spotify, Apple Podcast, SoundCloud, etc. Et puis, on retrouve du hockey en live dès demain. Exactement. 3 matchs sur MySports. Excellente fin de journée et à bientôt sur nos antennes. Bye bye.